Passer au prochain atelier avec une notion très intéressante pour la CIM, la notion d'écosystème. J'ai l'impression que c'est vraiment un secteur, le modulaire, où l'écosystème est... Bon, c'est toujours important pour un secteur, mais il est peut-être plus important pour les gens du modulaire. On va convier sur scène Pascal Chazal, groupe Orsite. Pascal, je te laisserai te présenter et puis un petit peu animer tout ça. Paul Sachot, Est Métropole. Guillaume Hanoun, de Moon Architecture. David Grécourt, Atelier 4+. Et j'ai groupe F3, mais je n'ai pas de nom pour groupe F3. Si ces personnes veulent bien nous rejoindre sur scène, voilà, et nous parler de leur vision au sein de cet écosystème. Tout le monde est là. Le deuxième micro. Voilà. Merci Hervé, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous trois d'être autour de cette table ronde sur laquelle on va parler de l'écosystème de la construction hors site. Je vous laisserai vous présenter chacun à votre tour. Donc, quand on parle de construction hors site, on parle bien de l'idée de délocaliser finalement des heures de travail du chantier vers l'atelier, vers l'usine. Et on a entendu ce matin et encore maintenant tout le bienfait de ces solutions-là, puisque le chantier, c'est effectivement un endroit où les conditions sont difficiles et où on sait qu'on a de plus en plus de mal à recruter. Donc transférer des heures de chantier vers l'usine, ça paraît excessivement intéressant. Et donc on a beaucoup parlé ce matin de base vie. Cet après-midi, là, on va parler plutôt de logements, de bâtiments, on va dire, ce qu'on appelle pérennes, qui sont a priori destinés à rester longtemps, bien que on a eu pendant longtemps l'idée que quand on construisait en béton, on construisait des bâtiments qui allaient durer 4000 ans comme les pyramides d'Égypte. Et qu'en fait, on se rend compte que quand on construit un bâtiment aujourd'hui, bien souvent, au bout de 20 ans, 30 ans, on se rend compte qu'il n'est plus au bon endroit ou qu'il ne correspond plus aux usages. Et que donc cette notion de temporalité, elle est quand même en train de changer. Moi, je m'appelle Pascal Chazal. J'ai eu une première partie de ma carrière professionnelle dans la construction bois. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Ossabois, que j'ai dirigée pendant 30 ans et que j'ai cédée il y a 10 ans maintenant. Et depuis, je développe en France un nouvel écosystème autour de la construction hors site. Alors, on n'a rien inventé, on a simplement amené un écosystème qui existait dans le reste du monde, notamment dans les pays anglo-saxons, sous le terme de off-site building. Et en fait, on a amené cette idée-là il y a 6 ans bientôt, 2017. Je peux vous dire que quand on a commencé à parler de construction hors site, on nous regardait avec de grands yeux, mais de quoi parlez-vous? Et on voit aujourd'hui que ce mot-là est en train de rentrer dans les mœurs. Et c'est sans doute pas par hasard. Il y a sans doute un bon nombre de raisons. Aujourd'hui, le groupe Orsite, c'est 3 activités. On édite le magazine Orsite que vous avez pu voir sur les pupitres. On a également une activité de formation avec le campus Orsite, qui est co-organisateur de cette journée. Et puis, on a également une activité de conseil. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'abord avec on vient de passer un certain nombre de crises, là, les unes derrière les autres, qui ont remis en question pas mal d'ordre établi, pas mal de nos certitudes. Les avions se sont arrêtés de voler. On le disait ce matin, il y a des missiles qui sont braqués sur nous. Enfin, on ne sait plus où on est, où on habite. Donc, il y a plein de choses qui sont remises en question. Et le monde de la construction n'y échappe pas. Et on a notamment une véritable prise de conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose sur le plan environnemental, parce que notre planète, elle n'est juste pas capable de supporter ce qu'on lui fait subir depuis au moins un siècle. Et donc, on a besoin de décarboner nos activités. Et l'activité de la construction, c'est une activité qui est extrêmement forte sur le plan de l'impact environnemental, on le sait tous. Et on se doit d'aller vers des objectifs de décarbonation. Et il y a beaucoup d'acteurs qui pensent que l'une des manières d'aller plus vite sur la décarbonation, c'est d'utiliser la construction hors site. Alors on l'a vu notamment avec des grands maîtres d'ouvrage, des grands donneurs d'ordre, par exemple la Société du Grand Paris, Grand Paris Aménagement, l'immobilière 3F, qui ont annoncé de manière très claire qu'ils allaient orienter leur projet sur un maximum de construction hors site
Grand Paris Aménagement a cité 80% de construction hors site. Immobilière 3F, 50%. Vous voyez, on est en train de parler de ne pas faire semblant, mais d'y aller vraiment. La semaine dernière, on était à une réunion de Energy Sprong. C'est le mouvement qui consiste à isoler les bâtiments, à transformer des passoires thermiques en bâtiments à énergie positive. Et on avait quelqu'un de Action Logement, de Séquence, qui est un bailleur qui possède plus de 100 000 logements en Ile-de-France, et qui, Action Logement, vient d'annoncer son plan de décarbonation. Action Logement, c'est le plus gros bailleur social d'Europe. C'est 45 filiales, c'est plus d'1 million de logements en patrimoine, donc avec des besoins de construction bien sûr importants et des besoins de rénovation considérables. Et ils ont annoncé donc un plan de décarbonation, c'est moins 55% à horizon 2030. C'est une ambition très forte, et c'est zéro carbone à horizon 2050. Et la personne de chez Séquence nous a montré les scénarios qu'ils ont imaginés pour atteindre ces objectifs-là. Et en fait, c'est dantesque. C'est dantesque. Notamment la rénovation. Il faut accélérer à une vitesse folle la rénovation des bâtiments. Il faut peut-être apprendre à moins construire et à plus rénover. Alors, ça ne va pas de soi. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un critère qui comptait, c'était le prix. J'ai un bâtiment, est-ce que ça coûte plus cher de le démolir et de le reconstruire ou de le rénover? Bien souvent, ça coûtait moins cher de le déconstruire et de le reconstruire. Aujourd'hui, on prend en compte l'impact carbone, c'est-à-dire que les matériaux dont je vais avoir besoin pour construire un bâtiment neuf, eh bien on les fait rentrer dans la balance, et quelquefois, il vaut mieux rénover que construire. Et donc les scénarios sont tellement gigantesques, si on veut atteindre ces objectifs carbone, que ce n'est pas compliqué. On ne risque pas d'y arriver avec les ouvriers qu'on a sur le chantier. Ils ne sont juste pas assez nombreux. Et puis en plus, on en a de moins en moins. Les ouvriers qualifiés sont en train de partir à la retraite et ils ne sont pas tellement remplacés par les jeunes parce que le chantier, c'est difficile. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on a plutôt envie d'être dans un travail où je peux avoir une vie en dehors de mon boulot. Et ça, c'est la tendance nouvelle qu'on voit arriver, bien sûr. Alors, il y a 5 ans, on essayait d'expliquer que c'était intéressant de faire du hors-site. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que beaucoup de maîtres d'ouvrage veulent faire du hors-site. Donc, le sujet de la table ronde, ce n'est pas de trouver des bonnes raisons pour faire du hors-site. Je pense qu'on est aujourd'hui à peu près tous convaincus. La question, c'est comment on fait? Comment on fait? Est-ce que c'est simple? Est-ce que tout est organisé pour qu'on fasse du hors-site? Alors, probablement pas, parce que vous savez qu'on est quand même aujourd'hui dans un monde qui, depuis un siècle, construit en béton. Et tout est fait pour le béton. Et dès qu'on sort du béton, ça y est, on est perdu. Nos réglementations, nos organisations, tout ça, c'est pas adapté finalement au hors-site qui est en train d'arriver. Donc tout ça, ça doit évoluer. Donc je trouvais intéressant, moi, de faire témoigner des gens qui pratiquent la construction hors-site et de voir avec eux si c'est un long fleuve tranquille, si tout va bien dans le meilleur des mondes, ou s'il n'y aurait pas, par hasard, des petites choses à faire évoluer. Donc, Paul, je vais te laisser te présenter. Donc, Paul Sachot, Est Métropole Habitat, c'est combien? 16 000 logements en région lyonnaise, c'est ça? 17 000 logements sur l'agglomération, sur Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Saint-Priest, vraiment tout ce qui est Est lyonnais. Donc, bailleur social, on fait partie d'un groupement d'intérêt économique qui s'appelle le GIE, la ville autrement, donc avec Alinéa, Aralis, Ronson Habitat. L'idée, c'est de prendre les gens qui sont dans la rue et les amener jusqu'à ce qu'ils puissent devenir propriétaires, dans le sens de la montée comme dans le sens de la descente, un divorce, une difficulté. L'idée, c'est pas de mettre les gens à la rue, c'est de toujours leur proposer un logement adapté à leur situation. Donc ça, c'est notre ADN. Et en 2017, j'ai fait un voyage d'études dans le groupe Energy Sprong avec quelques bailleurs, notamment Villogia. Et on est allé voir un projet, c'est la première fois qu'on voyait ça, en Hollande, où on avait 1000 maisons en bande. Donc c'est un peu maison de coron. Et le bailleur social a regardé, puis en mode classique, il dit, si je les rénove, j'en ai pour 15 ans. Et puis il s'est retourné vers l'architecte. Puis il dit écoute, mon gars, 1000, ok, t'as 2 ans, tu te démerdes.
c'est assez destructif, mais la démarche est intéressante. Et c'est là où ils ont vraiment conçu un projet mélangeant architectes, industriels et l'ensemble des acteurs pour faire de la préfabrication. Donc, ils scannent les bâtiments intérieurs, extérieurs en maquette 3D. Donc, scan 3D, modélisation BIM. Ils font de la préfabrication en usine sur mesure. Donc, ils font de la préfa, ils font de l'industrialisation, mais sur mesure grâce à la maquette 3D. Et là-dessus, ils viennent poser, alors ça, je trouve ça génial, sur les pattes de fixation pour poser les panneaux. Ils mettaient les ouvriers avec des Google Glass pour voir en réalité augmentée. Et si la pièce n'était pas pile poil au bon endroit, ils n'avaient pas la petite coche verte disant c'est bon, tu peux percer. C'était assez surréaliste en 2017. Hein. Et donc, ils ont fait ça. Et ils étaient en train de finaliser ce projet de 1000 maisons en bande. Et nous, on s'est dit, mais nous, on a beaucoup de logements réhabilités. Dans l'agglo lyonnaise, on n'a pas trop de maisons en bande. On s'est dit, bah, tiens, si on faisait ça sur plutôt des bâtiments R+5, R+8, R+10. C'est là où on a commencé à se creuser un peu la tête. Et on a livré notre premier chantier donc, de 980 logements en façade bas carbone, donc ossature bois, isolant à base de bouteilles de plastique recyclées et avec finition bardage. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un chantier qui a duré donc, en conception-réalisation. On a mis les architectes, l'entreprise générale et l'industriel dans le paquet. Conception-réalisation, 2 ans d'études. Et on a fait un chantier qui aurait dû durer 4 à 5 ans. On l'a sorti en 19 mois. Covid compris. C'est surtout le coup du Covid à la fin qui était un peu compliqué. Sur le papier, mais tout le monde, même en interne, on disait mais arrêtez, c'est du grand n'importe quoi. On va pas faire de la façade préfa, quoi, ça marche pas. Non mais ok, bah si, on va tester. Mais pourquoi vous le faites pas sur 50 logements ? Bah je dis ouais, mais on n'intéressera pas un industriel à 50 logements. Bon, mon directeur de l'époque, qui est le maire de Villeurbanne aujourd'hui, il me dit mais pourquoi tu ne fais pas ça sur 3000 logements ? On va déjà tester sur 1000, hein, puis après on va voir. On a testé, on a fini. Et on est un peu des accros. On vient de relancer un nouveau marché de 930 logements sur le secteur Saint-Priest. Et tout ça pour vous dire quoi ? C'est que tout bailleur confondu, à l'échelle de la métropole lyonnaise, en 5 ans, on a réhabilité 5000 logements. On a reçu un joli petit courrier de M. Renaud Père, vice-président à la métropole, qui nous a dit « Vous avez fait un super boulot, c'est bien. Par contre, d'ici 2030, c'est 50 000 qu'il faut faire. » Alors déjà, les 5000 logements, on a tous galéré pour essayer de trouver des entreprises qui veuillent bien essayer mais galérer, quoi. J'ai dit, mais on va pas y arriver. Et c'est là où, quand on a parlé de notre expérimentation de façade préfabriquée, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à généraliser. Donc on est en train de lancer auprès de l'interbailleur qui s'appelle Aura HLM, un grand projet de consultation d'entreprise avec multi-attributaires pour pouvoir justement rassurer les industriels sur un certain volume qu'on va mettre sur la place pour que derrière, on puisse avoir des outils industriels qui nous permettent d'améliorer ça. Alors, le côté environnemental, on l'avait un peu testé sur le côté ossature bois. On a fait le calcul là sur les 980 logements. Le fait d'avoir fait donc 45% de façade préfa, c'est près de 400 tonnes de déchets qui n'ont pas été générés. Là où on n'est vraiment pas bon. 200 millions de tonnes par an en France, hein, de déchets neufs qu'on met à la benne. C'est un truc de fou. Donc là, on l'a expérimenté 400 tonnes sur ce chantier. Donc on souhaite faire encore mieux sur le projet de Bel Air. Et le but, c'était aussi d'améliorer la qualité de vie de nos ouvriers. Parce que voilà, la réalité, c'est ça. Je suis ravi qu'on ait des entreprises quand on en trouve. Je suis ravi d'avoir des Turcs et des Albanais quand on en trouve, qui veuillent travailler parce qu'ils font des trucs qui sont vraiment pas drôles, pas simples. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, on serait à poil, quoi. On peut d'ailleurs se poser la question de qu'est-ce qui va se passer quand on va reconstruire l'Ukraine et la Turquie. Eh ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est qu'aujourd'hui, on a certaines entreprises qui nous disent que aux vacances de l'année dernière, vacances d'été, ils ont une partie de leurs ouvriers qui ne sont pas revenus. Oui. Ils sont restés au pays pour aller filer un coup de main et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait du job chez eux. Donc, il y a vraiment un changement fondamental de notre manière de concevoir l'art de construire. Ensuite, sur la réhab, ça c'est une chose, mais le neuf, on se rend compte que nos fonciers sont de plus en plus contraints. On veut quelque chose de plus en plus rapide, de qualité, parce que même si on travaille bien dans le secteur du bâtiment, au bout d'un moment, il faut aller sur les chantiers, il faut voir comment ça fonctionne. Hein.
Moi, je rêve qu'un jour, j'ai un chantier avec 0 réserve. J'en rêve. Que le truc soit fini, soit de qualité. Aujourd'hui, l'automobile l'a fait, l'aéronautique l'a fait, les paquebots l'ont fait. Le seul secteur qui a à la ramasse, c'est le secteur du bâtiment, qui n'a jamais voulu s'industrialiser, ayant peur de revenir dans les travers des années 70, où on dit c'était moche, c'était dégueulasse. Non, ça a répondu à une demande. On n'a pas dit qu'on voulait du beau et de l'efficace énergétique. On voulait du rapide. Là, avec les questions de la préfabrication hors site sur du neuf et de la réhab, on arrive non seulement à avoir des choses de qualité, mais même à avoir des choses de qualité, de meilleure qualité que sur du produit neuf classique. Alors, certains archis ont tendance à nous dire « Oui, mais la préfa, c'est des contraintes, c'est des obligations. » Ah, je dis « Mais si c'est une contrainte, le fais pas. Hein. Je te force pas. » Il y en a d'autres, certains archis, comme mes collègues en face, ils vont dire « C'est pas une contrainte, c'est une opportunité. » Dire « Mais attends, les joints de préfabrication, les panneaux, ils sont normés. » Je connais des archis qui disent « Putain, mais c'est génial. Au contraire, on va jouer avec, on va s'amuser un petit peu, on va être un peu disruptif. » Donc ça, c'est une version neuve, réhab. Et ensuite, le troisième sujet que j'évoquais tout à l'heure ce matin, c'est la question aussi de l'habitat modulaire. Je vous rappelle qu'on fait partie de ce GIE où on fait de la lutte aussi du sans-abrisme. Et on se dit, au lieu d'avoir des terrains vierges pendant 10-15 ans, où il n'y a rien dessus, où on s'est squatté, où ça devient une vieille décharge un peu dégueulasse, et justement, la réflexion, c'est de se dire, si on proposait une occupation intelligente, où on sort les gens du sans-abrisme, avec de l'habitat modulaire, et pas de... Alors, l'expression était un peu dure, mais pas du vieux container recyclé. Des gens sans-abri nous disent « on n'est pas des bananes ». Et leurs propos étaient trash, mais ils étaient vrais. Au bout d'un moment, pourquoi on dérogerait sur la qualité architecturale? Pourquoi on dérogerait sur la qualité de la RE 2020? Moi, je veux sortir des projets d'habitat modulaire neuf comme en habitat temporaire, RE 2020, et en termes de qualité architecturale, où on pourrait dire, tiens, c'est sympa, j'aimerais bien en acheter un. Alors, tu fais une magnifique transition parce que tu as ici un architecte qui est Guillaume Hanoun, qui est justement un spécialiste de cette architecture temporaire. Je crois même que tu lui as donné un nom, c'est l'architecture liquide. Oui. Et donc, Guillaume, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un petit peu de l'expérience que tu as dans ce domaine-là. Et puis, Paul a évoqué le sujet de ce qui t'avait interpellé aux Pays-Bas, notamment, ces entreprises qui, finalement, ont fait un travail collaboratif. Entreprises, industriels, architectes. Ça, on sait qu'on en rêve tous. On sait que le système segmenté dans lequel on est, il ne favorise pas l'innovation, il ne favorise pas l'industrialisation. C'est super compliqué si on est chacun dans son coin, le maître d'ouvrage, l'architecte, les bureaux d'études, les entreprises. C'est super difficile de faire de l'innovation. C'est encore plus difficile de faire de l'industrialisation. Donc j'aimerais te voir réagir là-dessus. Quelle est ton expérience? Comment est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, on sait qu'il y a des sujets de procédure d'achat. On sait qu'il y a des choses comme la loi MOP, comme la conception-réalisation, comme des accords cadres, etc. Mais à la limite, dépassons un peu ce débat. C'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler vraiment en collaboratif, architecte, industriel, entreprise, maître d'ouvrage, pour sortir des projets, comme tu viens de nous le montrer, Paul, admirablement, avec 1000 logements presque sortis en 18 mois. C'est absolument fantastique. Et vous ne l'auriez pas fait, j'imagine, s'il n'y avait pas eu ce travail collaboratif. Donc, Guillaume, tu te présentes peut-être, et puis si oui, tu peux nous parler de tout ça. Donc, effectivement, moi, je suis Guillaume Hanoun, donc je dirige une agence qui s'appelle Moon Architecture. On a beaucoup travaillé sur ces sujets, effectivement, de logement, ce qu'on a appelé l'architecture liquide, c'est-à-dire utiliser les systèmes constructifs hors site, qui sont des assemblages d'éléments fabriqués en usine et qui nous permettent de désassembler, d'avoir des bâtiments qui soient évolutifs, transportables, transformables. Voilà, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. On a fait à Paris 2 réalisations de centres d'hébergement, un dans le 16e et un dans le 12e, avec cette idée-là, sur des fonciers vacants. Donc, c'est des bâtiments déplaçables. On en a d'autres en développement ailleurs en France. Et il ne faut jamais oublier de faire de la qualité architecturale. Vraiment, je crois que ça, c'est quelque chose d'important parce que quand on commence à parler de ça, je vais dire un encore plus gros mot que vous, mais on nous dit vous faites des bases vies. Alors, je sais qu'ici, c'est... voilà. Ça ne choque pas ici. Ça choque pas. Mais il faut quand même...
Voilà, non, mais il y a des très grands fabricants de base-vie, je le dis exprès pour détendre un peu, mais il faut qu'on soit en capacité de fabriquer avec ces méthodes hors site des vrais bâtiments de qualité, l'ARE, l'acoustique et le rendu architectural intégré dans un tissu urbain. Ça, c'est vraiment primordial. Nous, c'est ce sur quoi on se bat tous les jours et c'est ce sur quoi on a effectivement besoin de travailler ensemble. Vous disiez la méthode collaborative. Nous, on n'est pas sachant sur l'industrie, mais l'industriel n'est pas sachant sur l'architecture. Donc il faut vraiment qu'on échange et qu'on travaille de façon collaborative. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on voit. C'est comme ça qu'on a fait aboutir les différents projets qu'on a livrés, parce qu'il y en a quand même qui arrivent jusqu'au bout fréquemment, avec des délais très, très rapides souvent, ce qui est contraignant. Mais toujours avec ce souci, voilà, du dialogue en amont. Et là où nous, on est le plus à l'aise, c'est quand on est maîtrise d'œuvre classique, c'est-à-dire parler des procédures, la conceptualisation, l'accord cadre, etc. Je pense que l'accord cadre est intéressant pour donner une vision à l'industriel d'un volume, mais il faut quand même faire attention derrière, et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un architecte aussi là-dedans, qu'on ne reproduise pas les entrées de ville, voilà, tout ce qu'on connaît qui quand même n'est pas symbole de qualité. Or, il y a des industriels en France qui sont en capacité de faire de la qualité. Il faut arriver à leur donner une lecture du volume et il faut arriver à travailler ensemble pour faire ça. Donc moi, c'est vraiment le message. Et après, je crois évidemment, et je suis pratiquant et croyant sur le hors-site, sur l'industrialisation. L'industrialisation, il faut aussi bien entendre ce qu'on dit avec ça, parce que l'industrialisation, quand on parle de l'automobile ou du paquebot, on est sur du produit, c'est-à-dire on est sur un objet qui va être générique partout dans le monde. Je pense qu'il faut quand même garder cette idée de bâtiments qui sont implantés dans un secteur, dans un contexte particulier, qui répondent à une commande. Et donc, il faut arriver à trouver, c'est le Graal, je pense qu'on cherche tous, le bon curseur entre l'industrialisation de produits répétitifs qui ne va pas faire de l'architecture, globalement, et l'architecture toujours prototype qui ne va pas être compatible avec le fait de baisser les coûts, avec le fait de rendre abordable l'ARE, etc. Donc faire de la qualité, tout simplement. C'est ça. Je pense que vraiment l'objectif, c'est de pousser vers la qualité. On sait que c'est plus rapide. Le coût, ça dépend de l'échelle, etc. C'est toujours le problème. Mais si on arrive à pousser vers la qualité, je pense que c'est vraiment là l'intérêt pour sortir le hors-site du panier, quoi. Alors effectivement, le hors-site, ça pose toujours question parce qu'on parle d'industrialisation, mais pour faire des bâtiments. Et un bâtiment, aujourd'hui, on sait qu'on ne construit plus dans les grandes plaines d'après-guerre, dans des terrains vierges. On construit dans des zones urbaines denses, des terrains souvent complexes. Et donc, on se doit d'adapter nos bâtiments à ces endroits-là, et souvent avec une réglementation qui est infernale, il faut bien le dire, d'urbanisme. Comment est-ce que je fais pour avoir, ne serait-ce que savoir ce que j'ai à construire, ce que je vais et le droit de construire ici, c'est souvent complexe. Et donc, on doit faire un ouvrage, effectivement, très qualitatif, souvent un véritable prototype, ce qui n'est pas compatible avec l'industrie. L'industrie, c'est je fais, je répète, et sur des volumes. Et donc, bien souvent, on se dit, ah bah oui, mais si je fais de la construction hors site, je vais avoir tous les mêmes bâtiments. Et en fait, il n'y a pas de construction hors site à 100%. Un bâtiment, c'est jamais fabriqué 100% en usine. C'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. En fait, l'astuce et tout le travail d'ingéniosité qu'on doit avoir, c'est de trouver le bon curseur entre ce que je vais faire sur le chantier. Et finalement, ce que je vais faire sur le chantier, essayons de faire les choses extrêmement spécifiques que je vais faire qu'une fois, parce que c'est lié à ce lieu-là et à ce projet-là. Et ça, les entreprises de bâtiments savent bien le faire. Par contre, il y a dans tous les bâtiments, il y a, en règle générale, on retrouve des éléments qui sont des éléments qui pourraient être répétitifs pour peu qu'on s'en donne un petit peu les moyens. Alors, je cite souvent l'exemple du logement social. Quand on fait du logement social, souvent on fait du T2, du T3 et du T4. Et nous, on s'amuse à regarder les plans d'une opération de logement social. Et on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a jamais une salle de bain pareille. Je fais 40 logements sur un niveau, je vais trouver 40 salles de bain différentes pour faire toujours la même chose. Un WC, un lavabo, une douche. Et en fait, si on apprenait à concevoir autrement, si on allait chercher dans un catalogue
d'un fabricant de salle de bain, une salle de bain qui a été conçue idéalement, et on a pu travailler pour la concevoir avec des architectes bien sûr, mais peut-être des ergothérapeutes, des décorateurs, etc. Eh bien l'architecte, s'il apprend à aller chercher cette salle de bain et la poser sur son plan, finalement il va faire le même logement, et la salle de bain, elle pourra être fabriquée de manière efficace dans une usine avec des vrais flux industriels. Donc quelque part, ce qui peut être standard et répétitif, on a intérêt à faire en usine, et puis tout le spécifique, on fait sur le chantier. Je voulais donner la parole à David, donc Atelier 4+. Donc David, toi, tu as une grande expérience de bâtiments industrialisés, puisque tu fais beaucoup d'usines, d'entrepôt-logistique, etc., où là, l'industrialisation, elle est déjà poussée et depuis longtemps. Et puis, tu as d'autres expériences en construction hors site. Donc, si tu peux nous témoigner un petit peu de comment ça s'est passé, tout ça. Bien sûr. Donc, David Grécourt, moi, je dirige une agence qui s'appelle les Ateliers 4+, qui est d'échelon national, mais basée à Lyon. Alors, notre culture, nous, dans cette agence, c'était des bâtiments d'entreprise, bâtiments plutôt industriels, généralement en charpente métallique. Alors, une charpente métallique, en réalité, c'est une construction hors site. Quand elle arrive sur nos opérations, elle est déjà entièrement construite en usine. Il y a les boulons, il y a les poutres, les poteaux, tout est déjà prêt. Et on vient l'assembler comme un Lego. Et donc, ça va très vite. C'était vraiment dans notre culture sur le bâtiment industriel. Et puis, on s'est intéressé énormément à la décarbonation. Et on a commencé à travailler sur des bâtiments d'entreprise pour intégrer des charpentes bois, des poutraisons bois, et commencer à remplacer aussi des matériaux pour aller chercher une plus grande qualité environnementale et durable. Et quand on a découvert, effectivement, au démarrage un petit peu de la naissance du hors-site en France, on a eu l'ambition de travailler sur des charpentes bois, en se disant, sur des bâtiments qui sont traditionnellement en béton, on a énormément à gagner en termes de bilan carbone en transformant nos charpentes ou nos structures, en les passant en structures bois à faible impact carbone. Et c'est vers le logement qu'on a décidé de se diriger. Et on a commencé à travailler avec les gens du secteur et répondre à des appels d'offres. Et c'est le logement. Alors pour nous, le logement, l'intérêt, c'est que c'est la répétitivité qui a attiré notre attention. Et de la répétitivité, parce que finalement, quand on fait des opérations de logement, si on analyse les plans des logements, alors oui, ils sont tous différents, mais en même temps, ils sont tous un peu pareils. La plupart des opérations, des programmes de logement sont assez proches en fait, en termes de surface, en termes d'usage, voilà. Et dans la réalité, on fait des prototypes, mais qui sont tous un peu pareils au final. Et l'ambition, c'était de répondre à des bailleurs sociaux, de répondre à des promoteurs privés ou à des opérateurs publics sur des bâtiments tertiaires aussi, de répondre sur une construction hors site. Alors, 3 opérations réalisées, toutes en bois, avec tout ce qu'on peut trouver dans une infrastructure et dans un écosystème, effectivement, puisque c'est le sujet, c'est l'écosystème, un écosystème qui était encore un petit peu en démarrage. Et effectivement, une problématique que nous on rencontre, c'est de trouver les industriels qui vont pouvoir travailler sur les opérations, s'y retrouver financièrement, puisque les volumes sont très importants, et de peut-être pérenniser la démarche sur d'autres opérations. C'est-à-dire qu'on a livré une opération de 12 logements qui était plus un collectif, collectif entièrement hors site en structure bois, donc ce qui est quand même relativement rare encore. Et notre ambition, c'est de poursuivre, puisque si on poursuit, on va augmenter les quantités, on va aussi déminer les erreurs qu'on a pu rencontrer, les problèmes qu'on a eus, parce qu'on en a eu, évidemment, ça c'est certain. Mais notre ambition, c'est de poursuivre et de trouver comment améliorer. Et sur l'architecture, je voulais le dire, on a tous des interrogations. On est tous marqués effectivement par l'architecture très répétitive, industrialisée des années 60, et c'est toujours ce qu'on entend. Quand on vient voir un maire, on lui dit voilà, on va faire un projet en construction hors site. Il dit ah non, j'en veux pas. Attendez, c'est bon, j'en ai déjà soupé, j'ai déjà des bars et des tours dans toute ma commune, j'en veux pas. Et on a été voir le maire de Bron pour faire cette opération. Il a dit vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça se voit. Donc faites du hors-site si vous voulez, si ça vous amuse, mais je ne veux pas le voir. Donc on a fait un bâtiment qui ne ressemble absolument pas à un bâtiment hors-site. On ne voit pas que c'est répétitif, personne ne peut le savoir. Donc c'est possible, ça n'est pas un frein pour l'architecte. Le mode constructif n'est pas bloquant. On peut habiller des bâtiments différemment, on peut assembler des modules différemment.
Alors on peut aussi être tenté de faire une immense barre hyper répétitive, mais quand on voit la reproduction de certaines opérations architecturales actuelles, la tendance est quand même à des bâtiments hyper tramés. Vous allez à Confluence, à Lyon, là, pour ceux qui connaissent, vous avez des bâtiments qui sont hyper tramés, hyper réguliers. Moi, je trouve ça élégant, j'ai pas de problème avec ça, mais voilà. Donc arrêtons avec cette angoisse de la répétitivité ou de la trame ou du risque de standardisation et regardons comment on peut faire autrement. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette démarche-là n'est pas contre la construction traditionnelle. Si on se pose la question, nous, c'est pour aller insérer du bois, insérer de la charpente dans les bâtiments, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire ça partout. Donc je pense qu'il faut garder cette souplesse, effectivement, peut-être qu'on peut nous amener, architectes, qui est de ne pas avoir des réponses toutes faites. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à une technologie ou à un procédé constructif qu'on va décider de le mettre sur tous nos projets. Je pense que mes confrères sont comme moi. À nous de trouver les bonnes réponses pour les maîtres d'ouvrage, pour les bons produits et d'avancer dans ce sens-là. Alors peut-être une des questions que je vous poserai à tous les trois, finalement, c'est qu'est-ce qui vous a amené dans vos différentes entreprises à aller vers la construction hors site? C'est quoi les drivers qui ont fait que vous vous êtes dit j'ai envie d'aller dans cette direction-là? Bon, j'ai le micro en main, je commence. Effectivement, il y a la volonté de construire en bois, qui était initialement qu'on a fait dans des bâtiments traditionnels, mais il nous a semblé que c'était une opportunité pour plus facilement le défendre et le valoriser. Deuxième point, on est un petit peu traumatisé par les levées de réserve, mais je vois que nos maîtres d'ouvrage sont comme nous. On a effectivement, il faut l'admettre, je veux dire, c'est un point qui nous, en tant qu'architecte, qui nous pourrit l'existence. Voilà. Parfois, ça se passe très bien, mais c'est quand même quelque chose de très difficile. Alors, notre idée, c'est que en augmentant la fabrication en atelier, on peut sans doute diminuer ces réserves, surtout si les modules sont, on va dire, cloisonnables. Si on peut les fermer en usine, après une sorte de réception en usine, moi ça me semble un mécanisme qui est intéressant, que j'ai envie de continuer d'expérimenter et qu'on a expérimenté sur cette opération de logement, sur ces deux opérations. Et le troisième point, c'est quand même les conditions de travail des compagnons. Moi j'ai toujours personnellement trouvé que le secteur du BTP et les équipes et les compagnons et nos entreprises étaient quand même des gens très disciplinés, qui ne se plaignaient jamais et qui ont des conditions de travail qui sont quand même très difficiles, qui ont plein d'avantages. Les gens avec qui je discute adorent vivre dehors, au soleil, etc. Mais quand même, on parle aujourd'hui de la retraite, on parle aujourd'hui de la pénibilité, on parle de ces choses-là et on voit qu'on ne trouve plus d'effectifs, on ne trouve plus de recrutement. Et donc, moi, les conditions de travail, pour moi, c'est quelque chose qui me semble fondamental. J'imagine que travailler dans des conditions à l'abri des intempéries, dans une ambiance chauffée ou rafraîchie, avec des outils de levage industriels, peut apporter quand même un confort pour les compagnons, tout en gardant le plaisir du travail manuel et de l'artisanat, qui est cher finalement à toutes ces équipes-là. Donc voilà les trois motifs qui m'ont intéressé. Merci David. Guillaume. Pour compléter, parce que je partage effectivement cette analyse sur le biosourcé, les conditions de travail. Et au-delà, nous, ce qui nous a amené au départ là-dessus, c'est trouver un moyen de construire rapidement pour mettre des gens à l'abri. En fait, c'est au départ comme ça qu'on est arrivé là-dessus. Et des bâtiments réversibles. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu au hors-site, et particulièrement du modulaire 3D, qui est le plus adapté à cet exercice. L'intérêt, maintenant qu'on a bien expérimenté sur ce projet-là, c'est aussi d'aller plus loin. Tu parlais des projets qu'on démolit au bout de 20 ans. Là, on est sur un concours à côté d'une maison de l'environnement. Alors, maison de l'environnement, c'est vachement bien quand on regarde, mais ils vont la péter parce qu'elle n'est plus adaptée. C'est un grand volume à chauffer, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà, cette question de la durée de vie, finalement, des bâtiments et de leur agilité, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur. Je pense qu'au-delà, effectivement, des besoins spécifiques sur les bases vie, mais en utilisant ce savoir-faire-là, on peut aller vers du bâtiment qui répond à ça, voilà, pour des logements temporaires, pour des logements saisonniers. Donc nous, c'est vraiment toute cette architecture liquide qui nous intéresse d'explorer, sur lequel il y a énormément de choses à faire,
en combinant évidemment la qualité de l'enveloppe et la décarbonation. Merci Guillaume. Paul? C'est compliqué de passer après eux. Hein, ça c'est fait, il me reste. Non mais et voilà, c'est ce qu'on sait. Moi c'est surtout sur le délai au début, quand on a vu les chantiers réduits par 4, on s'est dit là il y a un véritable enjeu. Je parlais des 50 000 logements sur la métropole lyonnaise, mais à l'échelle française, c'est quand même impressionnant. Il faut juste se rappeler que 2050, les bâtiments, c'est aujourd'hui les bâtiments d'aujourd'hui qui font notre ville représentent 70% de la ville de demain. 70%. Certes, il y a les 30% qu'on va faire encore mieux que ce qu'on savait faire, mais les 70%, ils sont vraiment à la traîne. Notamment les F et G, ceux-là, ils pourraient les ressortir. Moi, j'en ai un bâtiment, on a passé tout le travail avec les architectes, on a tout fait. Au bout d'un moment, on s'est dit stop, on arrête, on prend le bâtiment, on le purge complètement, on garde la coque béton et on reconstruit, on vient rajouter, parce qu'au bout d'un moment, les cloisonnements, le séjour, qui est aussi grand pour un T2, un T3, un T4, un T5 et un T6, ça commence à être compliqué. Il n'y a même pas un espace, donc il y a une cuisine fermée, mais même pas un espace pour mettre une table, il n'y a que le canapé. Donc on a fait en même temps une étude croisée sur obésité infantile et forme de l'habitat, et on s'est rendu compte que le fait que les enfants mangeaient sur le canapé en même temps qu'ils regardaient la télé, c'était un massacre. Donc on s'est dit non mais là c'est bon, on arrête, on rase tout l'intérieur. Les anciens T3 deviennent des T2, donc on a refait la prog, et on se retrouve avec un bâtiment avec une coque béton qui date des années 60, qui est en très bon état, qui n'a pas de ferraille, j'ai toujours pas compris comment ça tenait, mais bon, dans les fondations, là, c'est bizarre des fois, mais ça tient. Moi, le bureau d'études structurées, il m'a dit vous inquiétez pas, ça tient par habitude. Je dis c'est rassurant ça. On va peut-être refaire 2-3 sondages quand même. Bon, et après, on a fini par retrouver des ferrailles, mais en hauteur, pas dans les fondations. Ils avaient fait que des pieds en gros béton. Tu veux dire que ça passerait pas dans les Eurocodes? Non. Mais je pense qu'on pourrait dire la même chose sur Notre-Dame. D'un point de vue calcul, il y a des trucs, je suis pas sûr que ça passe aux Eurocodes. Mais pourtant, on le fait. Donc, on continue. Et donc, la réflexion, c'est qu'on se retrouve à avoir des logements, à avoir la volumétrie et le confort des logements d'aujourd'hui. Mais surtout, on a lancé une grande étude depuis 2 ans sur qu'est-ce que c'est que le logement de 2040. Quand on est en 2023, on conçoit un projet. Il va sortir 2028. Bon an, mal an. Avec le retard, on va dire 2030. Donc en 2030, je sors un truc que j'ai conçu en 2023. Donc ça sous-entend que je livre quelque chose qui est déjà obsolète. C'est ça. Donc la réflexion, c'est de se dire, et si on était en train de regarder, de dire, qu'est-ce que c'est que vos attentes de 2030 pour qu'on le conçoive à l'intérieur. Et là, l'enjeu, il est vraiment là. Et je rebondis juste sur cet aspect-là, mais je rebondis sur ce que tu disais sur, oui, mais on ne veut pas forcément toutes les mêmes cabines de bateaux. Moi, quand je parle de cabines de bateau, c'est le niveau de finition que tu trouves dedans. T'as pas un pet sur un strat, t'as des angles qui sont faits, mais c'est pas un angle aigu avec 2 plaques de plâtre et basta, mais il y a des renforts d'angle. C'est-à-dire qu'en termes de gestionnaire, tu sais que derrière, cet angle, il va prendre au premier déménagement, première valise, il va prendre. Donc, c'est tous ces petits éléments-là. Et effectivement, le fait de faire des salles de bain préfabriquées, moi, j'y suis assez favorable. Mais quand j'échange avec certains de vos confrères, mais c'est un crime de lèse-majesté auprès des architectes. Vous me tuez mon métier. Qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner? Je dis, oui, enfin, ta valeur ajoutée sur une salle de bain, excuse-moi, mais c'est pas forcément là-dessus que je t'attends. Je t'attends sur d'autres sujets. Mais voilà, il faut faire. C'est un tapis à 3 bandes, le maître d'ouvrage, l'architecte et l'ego de l'architecte. Et des fois, c'est pas toujours évident. Certains de vos confrères, excusez-moi, mais j'ai pas dit pour vous. Mais on se connaît pas encore assez. J'ai hâte qu'on travaille. Vous inquiétez pas, le maître d'ouvrage, on peut faire une 4 bandes aussi. Alors, on est un peu pris par le temps, on va devoir... Mais voilà, donc l'enjeu, il est vraiment là. On est, ce qu'on disait en préparation, il faut qu'on soit dans une démarche totalement destructive et qu'on arrête de faire juste une mise à jour de nos logiciels qu'on a connus depuis le début de nos études. Il faut qu'on change de logiciel. Et ça, c'est le plus dur. Et le secteur du bâtiment, c'est comme une grand-mère. Ça n'aime pas être bousculé. Et pourtant, l'enjeu,
On est là, on est en 2023, on est le 29 mars 2023, on est déjà à la bourre. Ça fait déjà 4-5 ans qu'on aurait dû avoir ce changement. Donc si nous, on est là, on est convaincus, mais le rôle demain, c'est de convaincre tous ceux qui ne le sont pas encore, parce que c'est eux qui font aussi la ville de demain. Merci Paul. On va peut-être laisser une petite question à la salle. Est-ce qu'on a une ou deux questions ? Je fais rapide, Président. Je sais que ça fait vite pour les questions. Question pour vous, Paul. Est-ce que c'est ce thème-là, vous l'abordez aussi avec vos confrères lors des congrès HLM ? Est-ce que c'est un thème porté par tous et comment vous voyez ça dans l'avenir ? C'est toujours compliqué d'être pionnier. C'est que les premiers vous disent « j'y crois pas ». Les seconds, ils disent « j'y crois pas, mais dans le doute, je vais quand même te mettre des pierres dans les chaussures. » là. Et puis quand ils voient que ça marche, ils disent « tu pourrais nous expliquer comment ça marche ?» Et là, j'ai toute une série de confrères qui commencent à s'y mettre. Pas tous, une bonne série. Et en fait, ils se rendent compte que juste l'enjeu que je vous disais de M. Renaud Père, les 50 000 logements à sortir d'ici 2030, c'est techniquement infaisable si on ne s'y met pas tous. Et tout le monde a des obligations bilan GES, entreprise bilan carbone et objectif 2050. Ils se rendent compte que sans le hors-site, ce n'est pas possible. Bien, merci à tous. Moi, je veux juste une toute petite phrase de conclusion. En fait, ce changement, il est très complexe. On est en train d'aller d'une organisation de bâtiments qui dure depuis la nuit des temps, avec ses habitudes. On fait des prototypes et on a des organisations segmentées. Et il faut changer. Et changer de disque dur, tu viens de le dire, Paul. Et moi, je passe mon temps à essayer de trouver les mots pour faire comprendre les choses. C'est franchement pas facile. Mais j'ai trouvé un mot pour expliquer, je vous le livre, vous en penserez ce que vous voudrez, mais je trouve que ce qui est en train d'arriver, ce qu'il faudrait changer aujourd'hui dans le monde du bâtiment, c'est ce qui s'est passé dans l'informatique il y a 30 ans. C'est-à-dire dans les débuts de l'informatique, un informaticien, il codait toutes les lignes d'un programme. En gros, il travaillait avec du sable et du ciment. Et il codait tout. Et ça, c'était super long. Et puis, ça générait beaucoup d'erreurs parce que la moindre virgule qui n'est pas au bon endroit dans un programme informatique, ça plante. Puis un jour, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des trucs qu'ils codaient, c'était toujours la même chose. J'ai besoin d'ouvrir une fenêtre, j'ai besoin de fermer une fenêtre, j'ai besoin de faire tel truc. Et donc, ils ont inventé ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Et donc, il y a des gens qui ont écrit des blocs de code, c'est un objet. Et moi, j'ai mon fils qui est informaticien. Il va chercher des blocs de code, il les met dans son programme. Ça a multiplié par 10 la vitesse des informaticiens. Et ça a amélioré d'une manière absolument phénoménale la qualité des programmes. Parce que les blocs de code, ils ont été testés, validés 1000 fois. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on invente la construction orientée objet. La salle de bain dont on parlait tout à l'heure, si c'est un objet BIM, parce qu'on n'a pas parlé du BIM, mais le BIM auquel tout le monde croyait il y a 10 ans ne fait que des déçus aujourd'hui. Il n'y a pas de réalité aujourd'hui avec le BIM. Ça ne va pas sur le chantier. Eh bien, avec la construction hors site, ça peut aller dans les usines. La salle de bain, ça peut être un objet BIM que vous, architecte, vous prenez, vous installez sur votre plan. Vous savez qu'elle est belle, qu'elle fonctionne, qu'elle répond aux normes, etc. Qu'au niveau de l'entretien, elle va coûter beaucoup moins cher que si elle était faite sur le chantier. On aura zéro réserve. Et là, du coup, l'industriel peut devenir un véritable industriel avec des flux industriels. Donc, inventons la construction orientée objet.